Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et sans plus tarder, je vous présente mon invité, Nicolas Dhuicq. Merci de votre invitation. Cher Nicolas Dhuicq, vous êtes un habitué de cette émission, ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir de vous inviter, mais la situation a beaucoup bougé depuis que vous êtes venu. Alors, pour les téléspectateurs qui naissent, car il en est tous les jours, de nouveaux téléspectateurs de TV Liberté, eh bien, vous êtes maire de Brienne-le-Château, vous êtes ancien député de l'Aube, sous l'étiquette Les Républicains, que depuis vous avez quitté d'ailleurs, hein, et vous êtes psychiatre des hôpitaux. Alors, et pour la... Il faut le dire aussi, vous êtes capitaine de frégate dans la réserve citoyenne. Oui, oui, parce que je tiens beaucoup à la marine, qui est pour moi l'arme du futur. Ah, c'est intéressant. Ça nous amènerait à des réflexions géopolitiques sur la thalassocratie, par exemple. Bon, eh bien, pourquoi pas. Nous irons. Je vais commencer d'abord par la genèse de votre dernière élection, qui fut en effet un échec, mais je vous connais assez pour savoir que vous avez de la ressource face aux aléas de la vie politique. Et vous étiez la seule élection triangulaire de toute la métropole. C'est assez rare pour le souligner, parce que vous aviez en face de vous un parachuté, M. Besson-Moreau, parachuté de La République En Marche, qui avait fait 29,85 sauf erreur, et vous étiez autour de 25,68, plus un troisième Rassemblement National, à l'époque Front National. Alors, il faut quand même souligner, c'est intéressant, que la participation à cette élection fut supérieure à la moyenne nationale. 51 et quelques, presque 52. Alors que la moyenne nationale, et c'est important de le rappeler pour nos téléspectateurs, la moyenne nationale de participation aux élections législatives qui porta au Parlement La République En Marche, c'était moins d'un Français sur deux. 48,8, il faut s'en souvenir. Alors, Nicolas Dhuicq, ceci, tout naturellement, m'amène à parler avec vous de la situation politique française. Après, nous irons sur l'international, parce que vous avez quelques compétences dans ce domaine. Alors, comment voyez-vous la situation politique un an après, un peu plus d'un an et demi, après l'élection de M. Macron ? Je disais tout à l'heure que le Parlement est un peu l'allure d'un zombie. Est-ce que l'expression vous paraît trop forte ? Non, je pense que toutes les personnes, de quelque famille politique qu'ils soient, qui avaient un peu de personnalité, qui avaient une voix particulière, qui avaient de l'expérience, à l'exception des personnes très médiatisées comme Mme Le Pen et M. Mélenchon, ont été éliminées parce qu'une grande partie de l'électorat, et pour ma part c'est exactement le cas après une campagne terrible de François Fillon, n'est pas allé voter. Une partie de l'électorat dit de droite ne s'est pas mobilisée, n'est pas allé voter. Et ensuite, on a beaucoup manipulé l'opinion sur un désir de renouvellement, alors que j'avais l'habitude de dire que je ne connaissais pas d'entreprise qui fasse comme l'Assemblée nationale. Je crois que la première fois que j'avais été élu, nous étions plus d'un tiers de nouveau, et la deuxième fois, plus de la moitié. Donc il y avait un très fort taux de renouvellement déjà, simplement les vedettes monopolisant les médias parisiens, nos compatriotes ont toujours l'impression d'une certaine stabilité. Donc l'Assemblée nationale n'a plus d'expérience. Ah oui, c'est les L'Assemblée nationale a perdu des compétences qui sont très importantes. Et vous avez une destruction du système parlementaire qui est menée très adroitement par M. Macron. M. Macron n'étant que la résultante d'une vague de fond qui est lancée depuis 20 ans, de conversion de l'ensemble des cadres des principaux partis à l'idéologie dominante qui est le néolibéralisme, qui est en fait lié au capitalisme actuel dans son évolution financière, internationalisée, dématérialisée pour la plupart. Puisque si vous parlez monnaie, qui est un énorme problème, je crois que la partie fiduciaire, c'est la partie réellement existante matériellement en billets, en pièces de l'euro, doit être de l'ordre de 3 ou 4%. Oui, c'est ça. Nous sommes sur du virtuel absolu. Oui, donc vous avez une destruction du système parlementaire, alors que la Ve République était un équilibre. C'est ni un système présidentiel, ni un système parlementaire. C'est un équilibre des deux. Et donc vous avez un Parlement dans le sens de l'Assemblée nationale, principalement, qui est totalement dévalorisé, déstructuré. Et c'est très grave pour les libertés de nos compatriotes. C'est très inquiétant parce que désormais, on savait déjà que le budget était à 80% reconduit. Mais la faculté d'amender, la faculté de contrôler le budget, qui est la première fonction parlementaire, nul impôt sans consentement, dis-je à longueur d'émission, eh bien, elle est complètement annihilée.
dans cette logique. Complètement. Tout à fait, et puisque vous avez une espèce de zone centrale qui porte M. Macron, d'où son élection, parce qu'encore une fois, c'était tout à fait préparé, non pas forcément consciemment, mais l'idéologie dominante était à l'œuvre, elle avait préparé cette victoire, il fallait qu'à un moment, vous ayez une personne, qui, le hasard, l'histoire a fait que c'est M. Macron qui soit élu. Élu pour liquider, au fond, ces institutions de la Ve qu'on ne cesse de nous vanter d'ailleurs. Plus grave que ça, surtout, si vous me permettez, liquider simplement les États-nations. Ah oui, bien sûr, derrière. Parce qu'en fait, oui. Je me souviens, si vous voulez, dans l'hémicycle, de l'affaire d'Alstom, oui. De l'affaire de Nexter, anciennement GIAT, pour les plus anciens qui nous écoutent. Et tout ceci se poursuit, parce que j'avais eu la modestie d'essayer de travailler pour redonner à la France une capacité de fabrication de munitions de petit calibre. Et nous avions une très belle entreprise qui s'appelle Manurin, qui pouvait avoir certes des difficultés, qui était dans l'est de la France, mais qui est partie chez les Émiratis. C'est ça. Parce qu'en fait, l'idéologie dominante consiste à considérer que le marché étant tout puissant, sa main invisible planant sur tout, il n'y a pas d'État-nation. Donc ce qui est plus grave que tout, c'est cette dissolution de la notion d'État-nation. Parce que cette affaire va nous mener, je le pense, vers un monde de violence et surtout de grandes inégalités territoriales. La violence viendra des inégalités territoriales. Alors, beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire. Sur les inégalités territoriales, nous y viendrons tout à l'heure, puisque vous êtes un maire, un petit maire d'une commune de la France profonde. Vous appartenez à ces périphéries de Christophe Gully, le géographe, et nous y reviendrons tout à l'heure. Mais là, vous avez évoqué Manurin qui part chez les Émirats, et il y a eu Alstom qui est parti chez les Ricains. Bon, ça continue, le démantèlement de l'industrie française, au nom de ce que vous avez très bien expliqué. Parce que, pour nos téléspectateurs, il faut qu'ils sachent aussi que vous étiez membre de la commission de la Défense nationale. Oui. Et ça, c'est important. Parce que vous avez fait là un travail d'information, de défense, d'amendement, de réflexion, qui me paraît intéressant et que vous entendez bien poursuivre aujourd'hui, j'imagine. Oui, parce que la prochaine menace, si les informations que j'ai sont exactes, c'est cette folie qui va consister à vouloir partager la dissuasion nucléaire avec nos voisins germaniques. Alors on en parle, ça y est, voilà. Oui, alors, on en parle. Très rapidement, pourquoi c'est une folie? Une raison très simple, c'est que la dissuasion nécessite que vous ayez au sommet de la pyramide de décision une personne qui décide ou non, au nom des intérêts vitaux de la nation, qui est élu pour 5 ans et qui s'appelle le président de la République, de lancer une frappe ou non. Et vous ne pouvez donc pas avoir d'organes délibérants qui se réunissent pendant des heures ou des journées. D'autant plus que la deuxième raison que j'exposais, c'est que les vecteurs, c'est-à-dire les appareils qui vont permettre d'emmener les projectiles, les nouveaux vecteurs se déplaceront sans doute beaucoup plus vite que les précédents, si on parle vers l'hypervélocité, c'est-à-dire si vous avez des vecteurs qui partent à Mach 6, à Mach 7, les temps de décision seront encore plus réduits et restreints. Et troisième gros problème, où les Américains ont franchi pour moi une certaine ligne rouge, d'où peut-être les négociations en ce moment entre Trump et Poutine, c'est que les vecteurs qui vont emporter ces armements qu'on dit dans le jargon militaire non conventionnel, risquent d'être de plus en plus les mêmes que ceux qui pourraient emporter des armements classiques. Je donne un exemple. La classe, c'est-à-dire la série de bâtiments la plus importante de la marine américaine, qui doit être de mémoire la classe Ohio, les Américains en ont désarmé quelques-uns pour les reconfigurer en sous-marins capables de lancer des missiles de croisière portant des armements classiques. Je pense que la marine française, si elle avait eu les moyens, n'aurait jamais fait cela, parce que nous faisons attention à bien séparer les deux domaines. Parce que le signal que nous envoyons à un adversaire potentiel, depuis le début du cycle jusqu'à la décision finale, doit employer des armements spécifiques. Parce que nous jouons beaucoup sur la psychologie dans cette affaire de dissuasion. Évidemment, c'est ça qui compte. Voilà. Et il faut absolument que le jeu, pour fonctionner, si on prend le sens de jeu naturellement au sens mathématique du terme, ait des joueurs qui respectent les mêmes règles. Ouais. Et c'est un peu la question qui est en train de se poser aujourd'hui dans les rapports américano-russes. Je ne pense pas que le président Trump ait la même règle stratégique, s'il en a une, que le président Poutine. Et vous aviez des travaux d'un philosophe, par ailleurs, qui sans doute était peut-être contesté, qui s'appelle André Glucksmann, qui avait écrit un livre très intéressant, je crois de mémoire, Devant la guerre, sur cette question. Il montrait très bien que pendant des années, l'échelle stratégique américaine n'était pas l'échelle stratégique soviétique. Et que nous sommes passés à plusieurs reprises très près d'un désastre. Il y a un film, peut-être si on peut le conseiller, qui est un film américain. Le titre américain, c'est Fail Safe Point. Ça doit être le point de non-retour, avec Henry Fonda,
le père de Jane Fonda. D'accord, c'est les années 80, ça, bien avant, c'est sorti en même temps que Dr. Folamour, qui décrit un scénario assez plausible du temps où nous avions des projectiles qui étaient peu précis, donc on employait des bombes très puissantes pour combler des vecteurs moins efficaces. Voilà, pour combler le manque de précision. Et je ne veux pas dévoiler le scénario, mais il est assez crédible. Et comme il était très effrayant, le cinéma américain a plutôt promotionné Dr. Folamour que ce film. C'est un très beau film en noir et blanc, je conseille aux cinéphiles. Alors, j'en reviens à ce que vous disiez sur les sous-marins américains dotés d'armements classiques, mais avec des vecteurs ultra puissants, ultra rapides. Quel est ce choix ? À quel choix stratégique correspond Je crois que c'est le choix de celui qui représente la moitié à lui seul des dépenses militaires de la planète. Parce que je ne veux pas déflorer nos principaux sujets, mais je redis aux auditeurs, lorsque je suis allé il y a quelques années, 3 ans à peu près, voir une de nos frégates antiaériennes qui était revenue d'une mission dans le Golfe, le Pacha, c'est-à-dire le commandant du bâtiment, m'avait montré une photo qui représentait tout ce qui volait entre le détroit d'Ormuz dans le Golfe Persique et le Bosphore. Eh bien, il y avait 300 aéronefs américains en l'air en même temps. Ça veut dire que pour avoir 300 aéronefs en l'air en même temps, il faut que vous en ayez peut-être 2 ou 3 fois plus au sol. Et dans le même temps, combien les Russes ont-ils envoyé d'avions de combat au summum de la crise en Syrie? Peut-être une 50aine. Donc vous avez un rapport de force qui est tout à fait disproportionné entre la puissance américaine, l'impérium américain et le reste des joueurs. Donc je pense qu'ils sont dans une logique de puissance. D'ailleurs, dans leur consommation de munitions, ils l'ont toujours montré. Et l'Ouest, actuellement, est en oui, et l'Ouest de la France en a payé un lourd prix au moment de la libération, puisque vous avez des bombardements, particulièrement américains, ont été très coûteux au pays. Cherbourg, Caen, et probablement sans grand intérêt militaire. Royan, etc. Bien sûr, il n'y avait pas d'intérêt militaire, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, c'est intéressant ce rapprochement avec la Seconde Guerre mondiale, mais alors, le budget américain est en plus, le budget de la défense est en augmentation assez conséquente. Donc ça va aller dans le sens que vous indiquez. Il va s'assurer même plus de la moitié de la dépense d'armement mondial. Alors peut-être qu'on peut reparler d'un président américain, de mémoire Eisenhower, qui est parti en expliquant qu'il y avait le complexe militaro-industriel et que finalement, même le peuple américain perdait beaucoup de sa liberté par rapport aux intérêts de ce complexe. Complexe militaro-industriel qui se porte donc très bien aujourd'hui, toujours aussi bien, et qui est conforté par les augmentations budgétaires. Donc. Oui, avec toujours la stratégie américaine dans le domaine qui consiste à vouloir se doter des outils les plus perfectionnés, les plus coûteux technologiquement, pour augmenter le différentiel de technologie entre eux et les autres. D'accord. C'est pour ça que la Russie est en ce moment dans un processus de modernisation de sa force j'allais y venir. Et d'augmentation de ses capacités par outil. Mais il y a une disproportion encore très forte. Si vous prenez un seul destroyer américain, la classe Harley Burke, à l'avant des destroyers modernes, vous avez des tubes dans lesquels vous mettez des missiles. Ces missiles peuvent avoir une fonction antiaérienne, peuvent avoir une fonction de lancer les fameux missiles de croisière pour toucher des objectifs à terre, toucher des sous-marins, toucher des navires de surface. Eh bien, la flotte russe, il y a 3-4 ans de mémoire, avait à peu près une 8aine de bâtiments seulement qui étaient capables de le faire. Il doit y avoir à peu près 40, 50, 60 bateaux américains qui peuvent le faire. Ouais. Et surtout, les 8 bateaux russes représentaient à peu près la puissance de frappe d'un destroyer américain, si ce destroyer, ce qui ne se fait pas, n'avait mis que des missiles de croisière dans ces tubes verticaux. Alors, Nicolas Dhuicq, nous étions sur la politique intérieure et nous sommes allés sur la politique Revenons vers l'Hexagone, si vous voulez. Nous allons, après une pause, revenir à la vie politique française, mais je vous reconduirai de nouveau sur l'international parce qu'il y a bien d'autres choses à dire et vous avez en ce domaine une grande expérience. Alors, chers téléspectateurs, nous étions partis sur les questions d'armement et des questions de défense à l'international, parce que Nicolas Dhuicq
fut membre de la commission de la défense nationale, et manifestement, c'est un dossier qu'il connaît bien. Mais je vais le ramener sur le territoire national, et ce qui ne nous empêchera pas de revenir à l'international tout à l'heure. Mais pour faire un bilan, vous avez très bien dit quel était l'axe principal de M. Macron. Ça a été illustré par Manurin et par Alstom. Cependant, vous avez dit aussi qu'il n'y a pas d'opposition politique. Elle est inexistante. Alors, essayons de parcourir un petit peu les forces en présence. On a dit que La République En Marche n'a pas beaucoup de relief, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de ténor. Il a eu un mal fou à trouver des ministres. Alors, je n'ai jamais vu sous la Ve République des délais aussi longs pour constituer un gouvernement. Et en outre, je ne sais pas si j'ai déjà connu, depuis que je suis né, un temps où le Premier ministre fait l'intérim du ministre de l'Intérieur, je ne sais pas. Moi qui suis plus vieux que vous, je dis que je n'ai pas connu cela. Mais de fait, dans une période où en plus, les risques n'étaient pas mineurs, puisque M. Collomb lui-même, en quittant la place Beauvau, a laissé entendre que les gens n'étaient plus côte à côte, mais face à face. C'est quand même une phrase extrêmement lourde de conséquences, si on comprend, si les mots ont un sens. Alors, si vous me permettez, je pense que plutôt que les partis politiques eux-mêmes, je pense que la grande question, c'est la formation des élus. Oui. Et je crois qu'il faudrait renverser le mode de fonctionnement actuel, qui est dans le jeunisme, et revenir à ce qu'on appelait une propédeutique. Oui. Je serais plutôt favorable à favoriser le parcours de personnes qui ont déjà eu un métier avant de s'engager en politique. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Et le système qui est mis en place, c'est exactement l'inverse. Pour ma part, j'ai commencé à m'engager une fois que j'avais acquis un métier, par conviction. Ensuite, avoir une expérience locale comme maire. Et après, je suis passé au national et international, évidemment, qui m'intéresse beaucoup. Parce que j'avais déjà des idées pour mon pays et j'avais eu la chance de vivre dans une période où mes maîtres m'ont transmis un peu de savoir. Or, aujourd'hui, avec le jeunisme, dans une société qui vieillit, ce qui est le premier des paradoxes, vous avez des gens sans expérience qui arrivent à des postes de responsabilité et tout le monde pense que c'est merveilleux. Eh bien, je pense que c'est faux. Je pense que dans la vie, y compris dans un conseil municipal ou à l'Assemblée nationale, il faut un mélange des générations. Et que moi, c'était très important, mon premier mandat, que j'ai des députés d'expérience, plus vieux que moi, plus expérimentés, qui me transmettent une partie de leur savoir. C'est très important. C'est la vie est ainsi faite, avec une transmission de savoir entre générations, ce qui n'empêche pas que vous ayez des jeunes qui apportent des idées nouvelles. Le conflit entre les anciens et modernes, c'est notre espèce, c'est perpétuel, si je peux dire. Mais aujourd'hui, du coup, vous avez une classe politique, j'ose le dire, qui est souvent inculte, sans connaissance historique, et donc sans perspective et sans projet, et sans vision holistique. Ça, c'est la deuxième chose qui me semble importante. Pour être concret pour nos téléspectateurs, je reprends l'affaire des munitions. L'armée de terre fait son appel d'offres pour avoir ses munitions de petit calibre. Eh bien, le ministère de l'Intérieur fait un appel d'offres séparé parce que vous n'avez pas de contact entre les deux, alors que parfois les armements peuvent être les mêmes ou de même calibre. Et donc, toute politique publique est faite en secteur. C'est-à-dire que vous avez une décision qui est prise sur un domaine sans étudier les effets que cette décision va apporter aux autres domaines, en particulier économiques. Donc plus personne ne porte une vision globale, si ce n'est le capitalisme financier à outrance, qui est le porteur de projet en fait de M. Macron, qui lui-même n'est qu'un objet, un outil au service de cette idéologie. Et c'est comme ça que Vernet Caron a perdu le marché de l'armement de petit calibre, n'est-ce pas? J'ai cité la firme, c'est bien ça. Moi, je parlais d'autres firmes. On peut citer par exemple la SAMP, oui, qui est une société française aux mains d'un ingénieur français qui fabriquait des corps de bombes. Oui. Et tout d'un coup, les brillants directeurs généraux de l'armement ont décidé qu'il fallait qu'ils se diversifient. Une société qui, depuis des dizaines d'années, avait un client, l'armée de l'air française, et faisait un produit, les corps de bombes. On lui a demandé de se diversifier. Quand j'ai chef d'entreprise, allez du jour au lendemain vous diversifier dans ce domaine. Et pourquoi? Pour passer le marché à une filiale qui se trouve en Espagne, de mémoire, d'une grande société germanique. Et alors, cet affaiblissement de la compétence des hommes politiques et surtout des députés les met entre les mains des fonctionnaires, et la haute fonction publique n'a jamais été aussi puissante.
Oui, puisque en fait, certains livres étudient cette question, et je voudrais d'ailleurs Vincent Jauvert. Et puis je voudrais avoir un petit mot pour un ami qui est parti, qui était plus âgé que moi. Nous avons partagé une cabine dans un train entre Saratov et Moscou. C'était Yvan Blot, qui nous a quittés il y a quelques semaines et auquel je pense. En fait, si vous voulez, quand vous regardez les grands patrons français des grandes entreprises, c'est souvent la même formation et la même filiale que les hauts fonctionnaires dans les ministères. Et les uns et les autres intervertissent leurs postes. Oui. Alors, j'aurais peut-être pu faire partie de cela, puisque j'étais parti avant de faire médecine à Saint-Louis en maths sup, et qu'à la fin de ma maths sup, j'ai claqué la porte, parce que justement, je trouvais que c'était beaucoup trop conforme, c'était un moule auquel je ne pouvais plus appartenir, et j'ai fait scandale. Ma pauvre professeure de physique, paix à ses cendres, a vu un élève qu'elle voulait faire passer en P', partir en médecine, ce qui était un scandale. Bon, je vous consolerai en disant que jeune agrégé, j'ai été inscrit au concours interne de l'ENA, et je ne suis jamais allé au concours. Bon, mais il y a certainement des gens très bien qui ont fait l'ENA. Mais voilà. Le souci, c'est que quand on vous dit dans le discours officiel, vous avez une interpénétration entre le public et le privé, en réalité, c'est faux, parce que ce sont les mêmes personnes qui sortent du même moule, qui ne sont pas en réalité des créateurs, ne sont pas des gens qui ont lancé une entreprise eux-mêmes, ne sont pas les chefs d'entreprise, ne sont pas les capitaines d'industrie, ce sont en réalité des hauts fonctionnaires qui, de temps en temps, vont dans le privé. Voilà. Alors, vous avez un très bon livre là-dessus, c'est Vincent Jauvert, Les Intouchables d'État. Je recommande ce livre à nos téléspectateurs parce que il est absolument hallucinant. Quant aux rémunérations de ces messieurs, alors on dit souvent que les députés sont trop bien payés, mais ils sont très mal payés au regard de ces hauts fonctionnaires, dont pas un seul salaire ne descend en dessous de 100 000. Alors 2 secondes si vous me permettez sur le sujet. Oui, l'indemnité parlementaire, elle a été calculée il y a de longues années comme une moyenne basse des revenus des hauts fonctionnaires. Voilà. Donc un député est un peu mieux payé qu'un sous-préfet, mais nettement moins bien qu'un préfet, pour vous donner l'échelle. Et en outre, le préfet et le sous-préfet ont des primes que n'ont pas les parlementaires s'ils travaillent le week-end, la nuit, les jours fériés. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, si vous voulez attirer en politique des gens formés, qui ont fait ce parcours que je trouve préférable d'avoir d'abord eu un métier avant de s'engager en politique, vous n'avez aucun intérêt à faire de la politique parce que vous perdez trop d'argent. Alors c'est très choquant par rapport aux personnes qui survivent avec même pas un SMIC ou des revenus d'assistance aujourd'hui, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le revenu des parlementaires, Claude Bartolone, au début du dernier mandat que j'ai fait en 2012, avait annoncé que nous avions perdu 17% de pouvoir d'achat. Alors je sais que ça va faire beaucoup hurler, beaucoup rire, mais vous ne pouvez pas avoir un grand pays qui s'appelle la France, qui a une élite de devoir qui ne soit pas correctement indemnisée et rémunérée. Et nos aînés ont décidé qu'il y ait une indemnité pour les parlementaires. Pourquoi ? Pour qu'ils soient autonomes, qu'ils soient indépendants, qu'ils aient une sécurité financière qui leur donne la liberté d'action pour la liberté du peuple français. Et quand vous paupérisez une classe politique à ce point, vous faites du jeunisme, en gros avec des trentenaires ou des gens en fin de vingtaine qui sont très contents parce que pour eux c'est une énorme promotion mais qui n'ont aucune expérience, eh bien vous rentrez en servitude parce que vous n'avez plus aucune possibilité de contestation ou de révolte par rapport à l'ordre établi au sein des institutions. C'est ça qui est très important. Et votre analyse sera certainement critiquée, mais elle est juste. Et ça explique très bien d'ailleurs le fait que on n'entend plus le Parlement, parce qu'il n'y a pas les ténors, il n'y a pas cette capacité qu'il a de se faire entendre, même la majorité, à fortiori l'opposition, parce qu'en effet, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas la formation, ils n'ont même pas la vision, me semble-t-il. Et donc c'est une des caractéristiques de la victoire de M. Macron, mais qu'il l'a gagné à bon prix. C'est-à-dire que ça lui a rapporté les dividendes du dégagisme. C'est-à-dire, à bon prix, il a dit à l'opinion, vous voyez, j'ai fait disparaître tous ces barbons, tous ces types qui prospéraient dans le système, etc. Ce qui est très, très redoutable. Mais le discours anti-élite est très dangereux, parce que c'est un discours qui prépare l'esclavage. Alors, c'est tout le problème. Mais il faut aussi que nos élites aient le courage de se remettre en cause. Donc, ayons un système qui fonctionne différemment que celui qu'on nous propose, c'est-à-dire qui demande aux gens, avant de postuler à des postes de responsabilité politique, d'avoir déjà un métier et une expérience. Charles Gave, sur ce même plateau,
a fait un buzz sensationnel, puisque sa critique des élites mal formées, incapables, et de la forme de sélection en France, Lénard et compagnie, a fait plus de 3 millions de vues, ce qui prouve bien qu'il y a une demande dans le pays par rapport les Français, au problème des les Français élites. ne sont pas idiots, ils savent très bien qu'ils ont besoin d'avoir parmi eux des personnes qui ont le niveau de formation suffisant pour essayer de les servir au mieux. Oui. Mais le pouvoir législatif... Alors qu'aujourd'hui, le pouvoir n'a jamais été aussi concentré qu'il n'est aujourd'hui. Ni Général de Gaulle, ni nos rois n'ont concentré autant de pouvoir que M. Macron en réalité aujourd'hui. Même dans une institution comme l'Assemblée nationale, mes collègues me disent bien, qui ont été réélus, me disent bien qu'ils ont concentré tous les postes uniquement pour le pouvoir présidentiel, alors qu'auparavant, vous aviez toujours un équilibre qui était respecté. Alors, ceci est redoutable. Parce que, à côté de ça, le président paraît relativement seul. Il paraît peut-être encore soutenu par l'opinion, quoique les sondages ne vont pas. Non, mais je pense que le président de la République actuelle retombe à son niveau de premier tour. Oui, en effet. À son niveau de premier tour, et qu'il représente, c'est pour ça que je ne veux pas éluder la question sur les partis politiques que vous aviez posée. Oui. Moi, j'ai pris de la distance et du recul et j'ai quitté mon parti d'origine, parce qu'au départ, j'étais plutôt attaché à un parti qui s'appelait le RPR, et puis qui est devenu l'UMP. J'étais contre le changement de nom vers les Républicains, parce que des LR, moi, honnêtement, ça me faisait penser à La Rochelle, très beau département de la Charente-Maritime, en plaisantant un peu, mais il est vide. C'est-à-dire que les partis politiques n'ont plus d'âme. Oui, c'est ça. Les partis politiques n'ont plus d'âme, plus de structure idéologique. Donc, on a beaucoup tapé sur l'idéologie dans son aspect négatif, c'est-à-dire coupure du réel, mais il ne reste pas moins que nous, humains, nous devons façonner le réel. Nous façonnons par la langue, nous façonnons par les idées. Et effectivement, ces idées ont disparu puisque tout le monde est converti dans ces grands partis à l'idéologie dominante, qui est un économisme, en fait, absolu. Ouais. Eh bien, ce sera la conclusion de cette deuxième partie. Alors, j'aimerais, en troisième partie, deux choses. La première, parce que j'ai été très intéressé par tous, et nos téléspectateurs, je le pense aussi, par tout ce qu'on a dit sur la défense nationale. Il faudra peut-être revenir, justement, sur l'état de la défense nationale en France. Et puis, alors, j'aimerais quand même que le maire que vous êtes, une petite commune, parle un petit peu de sa condition de maire. Je n'ai pas dit de sa fonction. Je parle de sa condition, et je crois que vous voyez ce que je veux dire en parlant de condition. Donc, après la pause, nous évoquerons cette condition de, pardonnez-moi, petit maire, si je peux. Oui, alors sauf qu'à l'échelle, vous allez me faire tuer par mes collègues maires, parce que vous êtes une grande ville. Oui, mais bien sûr. Toutes les villes sont des grandes villes, bien sûr. Alors Nicolas Dhuicq, monsieur le maire, vous allez nous parler du rural, et du rural profond. Vous allez nous parler de ces périphéries que j'évoquais tout à l'heure, parce que vous avez quand même quelques soucis. D'abord, l'État vous a réduit la dotation globale de fonctionnement. Bon. Alors, vous avez une amputation de la taxe d'habitation. Donc, comment faites-vous, monsieur le maire? Simplement, nous avons fait des économies de fonctionnement depuis 3 mandats, mais que j'arrive au moment où je ne peux plus faire d'économies de fonctionnement, parce que sinon, ce sont les services à la population qui vont être supprimés. Mais quand nous parlons de ruralité, je crois qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a plusieurs sortes de ruralité. Celle où je suis est continentale. Vous avez dit profonde, oui, parce qu'en fait, c'est une zone à faible densité de population, où les temps de déplacement sont importants et on ne peut pas mettre des transports en commun. Nous avons mis en place sur notre communauté de communes un système de transport à la demande, mais qui concerne quelques individus, puisqu'en fait, vous avez une multitude d'entreprises et une multitude de villages qui sont entre 100 et 300 habitants. Donc, c'est impossible de mettre en place un système de transport en commun. Et de ce fait, les gens qui travaillent sont cruellement touchés par la fiscalité actuelle sur le carburant, sur le diesel, sont très touchés sur la limitation de vitesse. 80 km. Même dans mon fonctionnement de médecin, lorsque je vais à Troyes, qui est la capitale du département, pour voir mes patients en consultation les lundis et mardis après-midi, je mets 10 minutes
minutes de plus ou un quart d'heure de plus, qui n'a l'air de rien, mais ce qui est usant psychologiquement. Et je ne me sens pas en sécurité sur la route, parce que les gens sont terrorisés par les amendes, et n'en sont même plus à 80, mais sont en réalité à 70. Et alors, avec des séries, des corps, des théories de véhicules derrière un 30 tonnes. Oui. Et la nuit, le 30 tonnes double, parce que lui, il n'en peut plus, et très très loin des 80 km/h. Oui. Donc, pour l'activité économique, cette mesure de 80 km/h montre bien le gouvernement que nous avons aujourd'hui, qui ne pense que métropole, qui donc pense transport en commun, qui pense que vous pouvez prendre le vélo quand vous habitez dans le 6e pour aller travailler dans le 7e arrondissement. En gros, je caricature un peu, mais c'est la réalité. Et puis, vous êtes confronté, quand vous êtes maire, à une population qui souffre, qui se paupérise et qui se prolétarise très vite, parce que nous sommes dans l'est de la France, nous sommes loin des grandes villes, nous sommes loin de la montagne, nous sommes loin de la mer. Donc c'est ça qui définit ce rural, avec une agriculture qui souffre, particulièrement l'élevage, qui souffre terriblement. Je déjeunais la semaine dernière avec un collègue maire d'un village déjà assez important, c'est-à-dire 300 habitants pour nous, qui a arrêté son activité d'élevage parce qu'il travaillait à perte. Donc vous avez là aussi une concentration du capital dans le domaine agricole, un syndicat national de la FNSEA qui de ce fait est clivé. Oui. Vous aviez déjà le clivage entre la plaine et la montagne, et vous avez aussi le clivage entre le nord et le sud, parce que la loi de M. Le Foll sous François Hollande avantage plutôt la partie sud-ouest du territoire, et ouest du territoire par rapport aux parties où je suis. Donc même l'agriculture est en plein bouleversement dans le rapport au travail au sol, à l'emploi des intrants, c'est-à-dire tout ce qui est chimie pour les engrais, antifongiques, pesticides, etc., etc. Et sur cette population, j'ai une population sur 3000 habitants, je pense que j'ai 1000 habitants qui passent 3 ou 4 ans sur la commune et qui s'en vont, sans aucun plan, sans aucun projet. Donc nous sommes dans une société où ceux qui travaillent sont une minorité, où vous n'avez plus d'ancrage, et vous n'avez plus de sensation d'appartenance à un collectif. Donc la population est de plus en plus impatiente, de plus en plus déconnectée du budget et des travaux. Et de ce fait, je donne un exemple très concret. Nous avons rénové tout l'appareil scolaire avec la communauté de communes. Il reste à faire une voirie de 30 mètres à peu près. Nous la ferons au printemps parce que nous devons avoir d'abord une entente entre la communauté de communes et la commune pour partager les frais, puisque l'école est une fonction intercommunale, et tant mieux en réalité. Il faut le temps de monter le dossier, mais vous avez des gens qui sont totalement impatients, et surtout ceux d'ailleurs qui ne payent pas un impôt. Parce que sur la taxe d'habitation, c'est une escroquerie monstrueuse. Comment vais-je faire? Je n'en sais rien pour l'instant, puisque je n'ai pas encore reçu pour l'année 2019 la récolte en quelque sorte de la taxe d'habitation, les compensations de l'État. Déjà sur ma commune, c'était une commune aux mains du communisme rural. J'avais seulement 36% des gens en 2001 qui payaient la taxe d'habitation. Il m'a fallu 8 ans pour élargir l'assiette, c'est-à-dire ce qui est taxé, à peut-être 46%. Donc ça veut dire qu'on va me sortir de l'impôt 26% des gens, qui sont ceux déjà qui payent le moins, pour concentrer sur ceux qui payent déjà tout, pour tous les autres. Donc c'est une surconcentration de l'impôt. Et si je me déplace vers l'Île-de-France, par exemple, vers Fontainebleau, des grandes familles ont des résidences, même pas secondaires ou tertiaires, qui sont en vente aujourd'hui, eh bien, je dois associer cette réforme de taxe d'habitation avec la réforme de l'impôt sur la fortune qui n'est pas supprimée, qui n'est concentrée que sur l'immobilier, c'est-à-dire que ce qui n'est pas délocalisable, ce qui n'est pas du virtuel. Et ces grandes familles ont compris qu'il fallait se débarrasser de sites immobiliers pour n'être que sur des flux financiers internationalisés, non taxables et non contrôlables. Donc c'est là où vous avez une révolution du capitalisme financier, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une économie de production, vous n'êtes plus dans une économie où vous gagnez de l'argent si vous produisez quelque chose, il faut absolument générer du flux, et du flux immatériel de préférence. Et ça ne pourra pas durer éternellement. Et le résultat est là, c'est que du coup, les classes moyennes supérieures, c'est-à-dire les gens qui avaient encore suffisamment d'argent pour se payer une maison de qualité, qui donc donnait du travail aux autres. Les artisans, même au-delà. Je pense aux professions libérales, certains médecins spécialistes, des avocats, qui donnaient du travail aux artisans locaux. Bien sûr, c'est ceux-là qui sont touchés. Alors évidemment, démagogiquement, ça n'est pas porteur de dire cela, que la classe moyenne supérieure va être touchée. Mais si la classe moyenne supérieure est touchée, après, ce sera l'ensemble des classes moyennes qui sont déjà aussi touchées. Et vous arrivez au monde que je redoute que met en place M. Macron, c'est un monde à 2 classes sociales. Une espèce de gigantesque prolétariat
uniformisé, uniformisé, avec un sous-prolétariat, pour parler marxiste, un lumpenprolétariat, qui va vivre de pain et de jeux, et puis une classe mondialisée, internationalisée, supérieure, qui va même acheter maintenant le vivant, et qui s'arroge l'éternité ou la mortalité à terme. Le transhumanisme. On rentre dans cette question. Exactement. Etc. 160 000 € pour avoir une fille, c'est dans l'actualité. Je ne citerai pas le nom du bénéficiaire qui est allé l'acheter aux États-Unis. Et vous avez tout à fait raison. Et alors, ce qu'il y a de frappant à vous entendre, c'est que tout à l'heure, dans la première partie, vous évoquiez l'axe principal de la politique de M. Macron. Et là, maintenant, nous sommes dans une commune de France et se vérifie exactement cette logique qui est redoutable. Ça, c'est très intéressant. Cela étant, pour vous consoler, ça ne consolera pas, certainement pas. Mais moi, je vois ma commune, sur 245 foyers fiscaux, il n'y en a plus que 39 qui payent la taxe d'habitation. C'est à peu près sensiblement la même chose. Je pense qu'on arrivera à la même proportion. Et vos collègues maires sont certainement dans cette situation. Que disent-ils? Que font-ils? Alors, ça dépend de la taille des communes, si vous voulez. Oui. C'est là où il y a des discours qui sont différents. Il n'y a pas une ruralité, mais la France étant un pays très riche au niveau topographique, nous avons des paysages qui sont très variés, et la topographie n'est jamais prise en compte dans les lois d'aménagement du territoire, sauf pour les îles et les zones de montagne. Je vous donne un exemple. Sur le nord de mon ancienne circonscription, c'est une zone de plaine. Donc, quand vous construisez un objet comme une école, une crèche, une cantine, comme c'est une zone de plaine, les temps de déplacement sont faibles, un seul outil peut desservir, mettons, un périmètre de 30 km autour du point central. Et puis, au sud-est de la circonscription, qui est une zone de champagne, vallonnée, avec deux vallées, nous sommes dans une problématique presque de montagne. Eh bien, la topographie n'est pas prise en compte dans les politiques d'aménagement du territoire, ni dans la loi, ni forcément au niveau des élus nationaux. Et ça, c'est un très très gros souci, parce qu'elle crée des inégalités flagrantes, y compris sur une même zone géographique. Et ça n'est pas pensé. Et nous avons un président de la République qui ne pense pas le territoire, qui ne l'intègre pas dans sa complexité. Alors, à vous entendre, la négligence de la topographie est tout à fait le symétrique de la négligence de la nature humaine lorsqu'on traite les hommes de la même façon. Oui, parce que nous sommes dans une société contemporaine qui veut standardiser, normaliser, uniformiser. Plus on nous parle de diversité dans le langage officiel, moins vous avez de variété. Il faudrait que nous pensions tous la même chose, que nous consommions les mêmes aliments. Vous avez un désenchantement du monde. Quand vous partez à l'étranger, par exemple, vous retrouvez les mêmes marques partout, du moins sur la partie européenne. Oui, à quoi sert de voyager dans ces conditions, en effet. Bon. Alors, est-ce qu'on peut quitter, sans avoir épuisé le sujet, bien sûr, la France profonde, pour employer une formule un peu banale, d'ailleurs, que je n'aime pas. Que vous n'aimez pas, je l'ai pressenti. Non, parce qu'elle me choque un peu dans le sens où je pense qu'il y a des citoyens français. Et pourquoi je crois en l'État-nation? Parce que je souhaite que les citoyens, où qu'ils se trouvent, aient le même traitement. Et je vous dis ça très rapidement. Je me souviens d'un projet de loi de finances où des collègues alsaciens étaient venus me voir en me disant qu'ils souhaitaient que les pensions, c'est-à-dire les retraites, puisqu'ils faisaient déjà un anglicisme, ne soient pas les mêmes en fonction du coût de la vie sur le territoire national. Me disant qu'en Alsace, comme le coût de la vie était supérieur, eh bien les pensions devaient être supérieures à celles des gens chez moi. Et vous avez ce type de raisonnement dans tout bord politique. Alors, donc vous voyez bien que vous êtes dans une notion de détricotage de la nation. C'est de l'affirmative action, mais dans le domaine des retraites, ça. Et c'est-à-dire que si vous êtes sur une zone qui est une zone dès le départ pauvre démographiquement, eh bien vous êtes condamné à vie et y rester. Alors, cette France, ces citoyens français, et là, je reviens à la défense nationale. Ils sont bien défendus aujourd'hui? Vous pensez que... Je pense qu'ils sont défendus par des hommes de qualité, déjà, qui font leur maximum, mais que nous n'avons pas de pensée stratégique. Alors, je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir tenir au Mali. Si j'écoute François Hollande, nous devions y être quelques mois. Je pense qu'il faudrait faire comme dit Bernard Legan, il faudrait laisser les Touaregs faire la police du Sahara. Nous avons à peu près 3000 hommes pour un théâtre d'opération qui doit ressembler de Madrid à Moscou, en gros, au niveau de l'échelle, avec des matériels qui s'usent, etc., etc. Mais surtout parce qu'on ne lit pas assez
la pensée stratégique, c'est-à-dire le couple politique étrangère et défense nationale. La défense n'est qu'un outil au service d'une politique. Et j'en viens un peu à nos choix stratégiques. Je sens l'embarras chez nos décideurs par rapport à l'affaire Khashoggi et l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que les Français ont perdu leur voix et leur position au Proche et au Moyen-Orient. J'étais à Téhéran en début d'année. Vous savez que nous sommes allés à plusieurs reprises en Syrie. Partout, la voix de la France est attendue. Et partout, la France est absente. Parce que la France a un Quai d'Orsay qui a été épuré des orientalistes. Vous en savez quelque chose de très bons orientalistes en France, qui ne sont pas écoutés. De même, les officiers supérieurs, principalement de l'armée de terre, qui étaient russophones et russophiles, ont été écartés et on ne se parle plus, ce qui était extrêmement grave. Donc nous sommes complètement inféodés à la vision stratégique américaine, c'est-à-dire la doctrine Brzezinski, qui consiste à créer un abcès de fixation pour empêcher que l'Union européenne et la Fédération de Russie ne s'entendent, c'est l'Ukraine, et puis au Proche et Moyen-Orient, à faire exploser les pays comme l'Irak, et cette pauvre Syrie qui rentre dans sa 8e année de guerre, qui est en train de libérer son pays, et dont le dernier nœud s'appelle Idlib. Et que fait M. Erdogan? M. Erdogan, à mon avis, fait un jeu trouble avec les Saoudiens. Ils étaient alliés au départ pour chacun avoir leur faction islamiste, constituée majoritairement de combattants étrangers qui ne sont pas syriens en Syrie. Et comme l'Arabie Saoudite est enlisée dans une guerre au Yémen terrible depuis 4 ans, dont personne ne parle d'ailleurs. Dont personne ne parle, Mohammed bin Salman, qui est le numéro 3 en fait de la dynastie, ministre de la Défense nationale, qui souhaite devenir le roi, il a pragmatiquement, pris conscience que l'armée syrienne était en train de libérer son pays et de gagner la guerre. Erdogan, lui, veut défendre ses islamistes, principalement la fameuse armée syrienne libre, à Idlib. Et la grande question, c'est que va-t-il se passer à Idlib? Donc je pense que le discours de M. Erdogan sur l'affaire Khashoggi, qui est un nom d'ailleurs, je lisais, d'origine turque. Oui, il me semblait que ça n'était pas un nom Donc, arabe. Quel était le rôle exact de M. Khashoggi? Pourquoi M. Erdogan, s'il savait des choses, n'a pas empêché le meurtre de M. Khashoggi? Et pourquoi M. Erdogan, en ce moment, fait une pression sur l'Arabie Saoudite de manière très intelligente? Je pense simplement parce qu'il veut un accord pour que Idlib reste aux mains des islamistes. Voilà, c'est ça. Alors, eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira. Mais en attendant, je vous remercie pour tous ces éclairages qui sont pertinents et qui, surtout, ne sont pas du tout les échos que nous entendons dans les mainstream, puis-je les médias principaux, les médias en français. Non, dominants. Dominants. Ou dominants. Merci. Du courant dominant. Merci à vous. Merci à vous pour votre invitation. Duic. Vous aurez l'occasion certainement de revenir, je l'espère, sur le plateau de TV Liberté. Merci et bon vent pour Monsieur le maire aussi. Merci. C'est une tâche difficile. Bon vent, vu mes origines, bon vent et bonne marée. J'y pensais, puisque vous êtes marin par ailleurs. Voilà. Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt.